Est-ce que l'évolution des pratiques pédagogiques que les chercheurs, notamment, montrent comme très marquée par ce qu'on appelle la forme scolaire, c'est-à-dire cette manière de faire séparément de la vie domestique, cette évolution, des pratiques pédagogiques dont on pourrait penser elle reste encore très marquée par la forme scolaire, comment peut-elle être tenable, comment est-elle tenue dans un contexte où les parents sont de plus en plus demandeurs et de plus en plus amenés à s'intéresser aux pratiques scolaires et aux pratiques pédagogiques? Comment on combine en même temps l'évolution des pratiques pédagogiques des enseignants, de la manière de faire la classe, avec l'évolution des relations avec les parents, du rôle qu'on veut leur donner, de l'utilité qu'on veut leur donner. Donc ma question, en fait, de fond serait de savoir si, aujourd'hui, les questions de continuité pédagogique, de confinement ont pas montré que peut-être, par une nouvelle expression de la situation, il y aurait comme une forme d'articulation ou de couplage à revoir ou à réorganiser ou à repenser entre les manières de faire classe et les manières d'organiser l'institution dans ses rapports avec les parents. Parce qu'au fond, c'est ce que j'évoquais en parlant du cœur de métier, l'évolution du cœur de métier et des pratiques pédagogiques n'a pas donné une place politique et pédagogique aux parents qui pourraient être en phase avec ce que sont leurs attentes. On peut l'illustrer juste d'un exemple et après j'en finis. Je voulais faire référence à un travail de recherche qu'on mène actuellement dans un collège, en région parisienne avec, des collègues, dans le cadre d'un lieu d'éducation associé de l'Institut français d'éducation, où on propose c'est une recherche à intervention, on va dire, une recherche, bah, voilà, une recherche collaborative avec des enseignants, où on invite des parents à venir assister à des pratiques de classe au sein du collège, au sein de la classe. Et en fait, on se rend compte que pour les enseignants, comme pour les parents, comme pour l'établissement, à la fois on pressent que c'est très riche d'arriver sur des débats foncièrement pédagogiques avec des parents et des enseignants, et d'un autre côté, on voit qu'il faut en passer par, des manières diverses et variées de décanter ce que les uns et les autres attendent de leur rôle et du rôle des autres, tellement tout le monde est marqué par cette frontière entre ce qui est de l'ordre du cœur de métier qui n'appartient qu'aux enseignants, schématiquement, et le rôle des parents qui, eux, sont dans l'éducation et dans autre chose. Bref, dans cette recherche-action qu'on mène actuellement, on essaie de comprendre comment, en fait, des enseignants, des parents, interagissent parce qu'ils justement, ils coéduquent. On se rend compte que c'est très délicat d'un point de vue pédagogique. Voilà, je ne sais pas si c'est très, très clair, mais c'était à titre d'introduction. Merci, merci Philippe. Deux petites réactions avant de passer la parole à Pauline. La question de cette évolution ou non-évolution de la forme scolaire dans son rapport à l'ouverture aux familles. La question est-ce que c'est très propre à la France? Parce que beaucoup de regards historiques disent que l'école française, en tout cas républicaine, s'est construite en guillemets contre les parents, où ils n'ont pas accès. Instruction versus éducation, école républicaine, influence, loi de 1905. Et on donne toujours l'exemple de la place de la communauté, de la notion de community autour de l'école dans les pays anglo-saxons. Je rebondis sur ce que disait Philippe sur la participation des parents. En fait, pour moi, elle est implicite, c'est-à-dire que quand on parle de cette division du travail éducatif entre les professionnels de l'éducation, qui seraient donc les enseignants, les enseignantes, et les parents, en fait, on se rend compte, et c'était le constat du dernier livre de Sandrine Garcia, Le goût de l'effort, qui met bien en évidence les pratiques éducatives des familles de classe moyenne supérieure qui, en fait, sont dans un travail de renforcement du travail scolaire qui est déjà mis en place dans le cadre de l'école, soit en anticipant les exercices scolaires. Donc là, je parle par exemple de la maternelle, donc en scolarisant en fait des enfants qui ont déjà certains apprentissages, que ce soit compter, et qui donc créent une différence par rapport à d'autres enfants qui n'ont pas eu ces pré-apprentissages avant l'école maternelle, ou que ce soit tout au long de la scolarité, un accompagnement des enfants qui va finalement, qui relève presque du travail de l'enseignant. Et donc, dans son ouvrage, elle parle de cette norme de non-empiètement
pour qualifier justement à la fois ce parent d'élève qui serait un petit peu le parent d'élève parfait, qui sait accompagner son enfant dans le travail scolaire, mais qui sait aussi se tenir à distance et ne pas trop empiéter sur justement ce que tu disais, Philippe, ces questions pédagogiques qui parfois posent question à certains parents, dont ceux que j'ai pu enquêter, qui ont beau faire des choix les plus alternatifs possibles, comme le choix d'une école privée alternative, et qui se rendent compte que en fait ils sont là pour amener les sous, organiser les kermesses, mais quand il s'agit de questions pédagogiques, et il le disait dans l'école dans laquelle, là je pense à un couple en particulier qui parlait donc de l'école alternative où ils avaient décidé de scolariser leurs enfants, n'étaient pas compétents, elle le disait comme tel, nous ne sommes pas compétents en pédagogie, et donc nous avons finalement arrêté de demander à l'école quelque chose qui n'était pas possible, et nous allons nous charger nous-mêmes de faire ce que nous souhaitons vraiment mettre en place avec nos enfants.